Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. La station de radio CKVM célèbre cette année ses 70 ans d'existence. Plusieurs concours et événements spéciaux viendront ponctuer les ondes tout au long de l'année. 8h21 dans le cadre du 70e de CKVM. Voici un témoignage de Martin Héroux, un ancien DG et ancien animateur également à CKVM. 70e anniversaire. Bonjour, bonsoir, Martin Héroux ici, ancien animateur depuis 1985, alors que j'avais une voix comme ça, et directeur général entre 2006 et 2008 à CKVM. À CKVM, justement, ou plus justement, Radio-Témiscamingue. 70 ans, ça n'a pas été toujours facile d'être une radio, une des rares radios indépendantes au Québec. Elle a connu quelques creux au cours des 70 ans, mais l'équipe en place a toujours su donner leur maximum pour pouvoir continuer à avoir notre radio. Et le conseil d'administration, les bénévoles qui sont les administrateurs bénévoles, ont aussi donné beaucoup pour aider à notre radio, pour que ça parle de nous, chez nous. C'est une surprise pour nous autres au conseil d'administration. C'est l'équipe d'employés qui ont trouvé un concept qui va être fêté. Tout ce que je sais, c'est que ça va être fait, ça va être souligné plutôt, tout au long de l'année pour les 70 ans. Ils vont avoir des concours, des concepts spéciaux. Je sais qu'ils ont changé toute notre identité sonore, entre autres, qu'on a découvert aujourd'hui, 7 janvier. Mais tout au long de l'année, ça va aller de surprise en surprise. Donc, c'est l'équipe qui est en place, qui est là, qui a eu toutes ces idées-là, l'effervescence qu'ils ont pour souligner les 70 ans. On les laisse aller là-dedans. Mais moi, j'ai commencé par une chronique informatique. Puis, j'ai quand même eu un peu une certaine piqûre du micro. J'étais arrivé et j'ai proposé un concept d'émission qui s'appelait Souvenir Jukebox. Mais ça découle que je me souviens que le vendredi après-midi, pendant 1 heure, il y avait... on invitait la population à l'époque de devenir le directeur musical pendant 1 heure. On choisissait nos chansons. Et moi, j'avais fait ça 1 heure sur les années 50, 60, 70. Et je ne pouvais pas être en direct comme les autres habituellement. Fait qu'on avait tout préenregistré parce que mon emploi à l'époque ne me le permettait pas. Mais on écoutait la radio cet après-midi-là et la réaction des gens qui étaient là, des clients où je travaillais, j'ai fait comme « wow ». Il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, j'ai présenté un concept d'émission qui s'appelait Souvenir Jukebox. Et en tout près de 2 ans et demi, ça a commencé le vendredi soir, puis après ça, ça a été transféré le dimanche matin. On parlait des années 50-70, donc l'époque les disco, on mélangeait tout ça, là, un peu plus rock québécois, Robert Charlebois, ces trucs-là. Donc, c'était bien agréable. Ah, mes plus beaux souvenirs, ça reste toujours quand on parle de nous. Quand il se passe quelque chose de spécial dans une municipalité. Oui, la musique, on peut maintenant, puis même à une époque, on pouvait l'écouter un peu partout. Quand on changeait de station, quoi que ce soit, on pouvait entendre toutes sortes de choses, mais parler de nous, de ce qui se passe dans ma localité, qu'est-ce qui se passe à Moffett, à Guigues, à Témiscamingue, à Fabre, à Lorrainville, à Ville-Marie, on parlait de ce qui se passe chez nous. Ça, je pense que c'est une des plus grandes fiertés que je réalisais peut-être pas à l'époque, que je pouvais même trouver peut-être un peu plate, parce que c'est pas, quand tu es plus jeune, adolescent, mais à un moment donné, tu veux quelque chose qui bouge plus dynamique, mais d'un autre côté, c'est ça le dynamisme du Témiscamingue, c'est ça notre région, puis il faut en être fier. Le fait de le souligner que 70 ans, c'est important. C'est important pour une station de radio comme CKVM parce que on est une des rares stations indépendantes au Québec à avoir survécu pendant toutes ces années-là parce que le profil médiatique au Québec, on le sait, c'est très... il a changé beaucoup. La plupart des stations qui ont plus que 70 ans maintenant sont en réseau et ça depuis longtemps. Donc, c'est des choses qui sont très différentes. Nous, on est une station indépendante, donc c'est important de le souligner. De quelle façon ça va être souligné? C'est, bien sûr, faut regarder un petit peu dans le passé, ce qu'on a été. Okay? Donc, ça, ce qui est important. Donc, avec ça, il y a des capsules de la Société d'histoire qui parlent de l'histoire du Témiscamingue, mais à laquelle CKVM est intimement lié, parce qu'on a été là pour être capable de rapporter tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de ces années-là. Il y a eu des gens qui ont travaillé ici, journalistes, animateurs, qui nous font leurs témoignages. Donc, c'est des choses qu'on regarde, qu'on va passer pendant toute l'année. Cette année, bien, évidemment, il y a des concours. Il y a toutes sortes de trucs qui vont être liés en fonction du 70e anniversaire. On va inviter les auditeurs à participer à ces concours-là. On va avoir de grands prix. On a différents
différents projets qu'on ne veut pas dévoiler pour tout de suite parce qu'on veut vous garder des surprises. Ça va durer toute l'année. Parce que 70 ans, c'est toute l'année durant. Alors, on s'en va là-dedans. Ça, mais aussi, on veut résolument regarder vers l'avenir. Le profil médiatique au Québec a beaucoup changé. On a vu avec la commission parlementaire que plusieurs médias ont des difficultés. Donc, on a vu finalement dans les médias écrits tout ce qui s'est passé avec Capital Média et tout ça, on a vu passer ça. Mais maintenant, les radios aussi, on est un média d'information. On est un média d'information important dans le marché où on est. Donc, quel est le rôle qu'on va jouer aujourd'hui, mais aussi dans 10 ans? Ça, c'est important de le voir, puis c'est important de le définir maintenant. Le nouveau conseil d'administration travaille déjà sur ces plans-là, a déjà ça sur ses planches. Alors, on va travailler résolument vers l'avenir pour dire, OK, quelle sorte de produits et quelle sorte de services on va offrir. On le sait maintenant, aujourd'hui, avec vos téléphones, on est capable d'écouter une station de Paris ou New York. C'est comme ça. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et les gens vont chercher leur musique maintenant sur des Spotify, sur des YouTube, toutes ces plateformes-là. Les gens sont capables d'aller chercher leur musique là-dessus. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a comme service à offrir? Mais tout ça, il reste encore que le mandat de CKVM va toujours être un mandat extrêmement local. C'est nous qui allons avertir les auditeurs si les routes sont barrées, s'il y a eu des accidents, s'il y a eu des choses dans le marché. Important ici, est-ce qu'il y a de l'école ce matin? Donc, ce sont les gens, c'est CKVM qui informe les gens, savoir, y a-t-il de l'école ce matin? C'est pas YouTube. C'est Facebook, oui, bien sûr, mais c'est pas les stations de New York ni de Paris. Ils s'en foutent absolument. Nous, c'est notre mandat, c'est notre rôle. Il n'y a pas personne qui va le faire si CKVM ne vous dit pas ce qui se passe sur le Témiscamingue. Oui, il y a d'autres médias, là, parce que le marché du Témiscamingue, quand même, peut s'enorgueillir d'avoir 3 médias locaux dans un marché aussi peu populeux. Il n'y en a pas d'autres au Québec. Il n'y en a pas d'autres marchés au Québec qui peuvent se vanter de ça. On a une télévision communautaire, on a un journal et on a une radio. Alors ça, je vous dis, c'est précieux. C'est beaucoup de travail pour les garder, mais c'est précieux pour le marché. Les plus beaux souvenirs rattachés avec CKVM, au niveau de l'animation, c'est sûr qu'il y a eu toutes les expériences, les aventures avec les émissions de la veille du jour de l'an. Aussi les trips, si on peut s'exprimer ainsi, du côté de Woodstock en Beauce, 3 années d'affilée. Ça a été de super belles expériences. Aussi, les parties Super Bowl, les émissions spéciales, bien entendu, d'avoir été à la barre pendant 5 ans de l'émission du Retour à la maison. C'était de très belles expériences, ça aussi. Du côté du journalisme, c'est sûr que c'est un autre défi, c'est un autre monde totalement. C'est plus difficile de ressortir des points plus précis, mais d'être à tous les jours à l'affût de ce qui peut se passer au Témiscamingue et de pouvoir transmettre ces informations-là aux Témiscamiennes et Témiscamiens par l'entremise de CKVM, c'est sûr que c'est un plaisir renouvelé quotidiennement. J'étais de l'équipe de CKVM au moment du passage au FM en février 2004. Même, petite anecdote en quelque part, je peux dire et je pourrais dire une hypothétique descendance future que j'ai été celui qui a tué le AM en quelque part. Je suis allé éteindre l'interrupteur, dans le fond, abaisser l'interrupteur de l'émetteur AM ce matin de février 2004, au moment où on a passé au FM. Donc, on a diffusé pendant une certaine période en parallèle sur la bande AM et la bande FM. Puis, par la suite, un peu plus tard dans l'avant-midi, on était allé éteindre justement la diffusion, l'émetteur du AM. Et c'est moi qui, à ce moment-là, est allé abaisser l'interrupteur. Ça a été un moment un peu particulier. Bien entendu, de vivre le passage d'une station de la bande AM à la bande FM, c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance de vivre ça. Comme j'ai eu la chance de vivre ce que c'était de travailler sur des consoles, disons, un petit peu plus âgées. On travaillait à CKVM sur des consoles qu'on appelait à potentiomètre rond, ce qui n'était pas habituel. On n'a pas été formé là-dessus dans notre génération là, au début des années 2000. Ça a été une adaptation et en même temps, c'était un peu comme travailler sur une pièce de patrimoine à tous les jours parce que c'était des trucs qu'on ne voyait plus régulièrement ailleurs. Donc, ça a été une chance d'avoir l'occasion d'expérimenter ça. C'est sûr que, c'était assez trépidant à cette époque-là de se préparer au passage au FM. On savait que c'était une nécessité. CKVM qui était un peu hors la loi à ce moment-là au niveau de la diffusion. On a vécu plusieurs péripéties à ce niveau-là. Je pense que toute l'équipe qui était présente à cette époque-là va garder des souvenirs assez marquants de ce moment-là.
70 ans de CKVM, c'est comme atteindre la montagne, mais pas de redescendre par après. C'est de demeurer en haut puis d'essayer de l'être tout le temps. Écoute, moi, là, si on m'avait dit que je serais encore là à presque 60 ans à CKVM quand j'ai commencé en 1985, je l'aurais jamais cru. Okay? Je ne veux pas dire que CKVM n'existera pas et n'existera plus, mais CKVM va toujours demeurer. Ça, je suis convaincu de ça. On a passé à travers de tellement d'embûches avec les années, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être pire. Comprends-tu? Ça fait que on a de l'expérience. La gang ici, puis on est bien entouré, on a un bon CA, et maintenant les gens, on s'écoute, on partage aussi, puis c'est ça qui est important, entre le CA et les employés. Les beaux souvenirs, là, il y en a à CKVM, mais il y en a aussi à l'extérieur de CKVM. Tu sais, il y a des artistes que j'aurais jamais rencontrés de ma vie, comme Sylvain Cossette, Bruno Pelletier, les débuts de Zébulon, les débuts de La Chicane. J'ai vécu ça, moi, à CKVM. Sylvain Cossette, qui n'a pas un cas qui connaissait ça, quand la première fois qu'il est venu ici. Bruno Pelletier, il venait de sortir du groupe Pell. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est un groupe métal. Tu sais, il y a personne. On a été chanceux. On a eu des groupes aussi qui sont venus, comme Suroît, sont venus faire des spectacles. Il y en a plusieurs comme ça. Mais c'est surtout aussi à l'extérieur, parce que j'ai été appelé à sortir de CKVM pour, mettons, faire des entrevues, aller voir, mettons, le camp d'entraînement du Canadien de Montréal, au Forum avant que ça ferme, au Centre Bell quand ça a ouvert. J'ai visité le Colisée de Québec. Écoute, j'étais voir les expos dans des loges. J'ai été chanceux. J'ai rencontré des artistes, genre les Bébés quand ils ont commencé, Mitsu, le groupe Slaughter, ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un groupe métal des années 80. Le chanteur Renaud, tu sais, des artistes, à un moment donné, on s'est retrouvés dans des suites quand il y avait les fameuses fins de semaine de la disque, ou encore, il appelait ça radioactivité. C'est que toutes les radios du Québec se retrouvaient là, tous les directeurs musicaux, comme moi, je m'occupais de la musique, mais j'y allais. Puis j'étais délégué de CKVM, puis là, je rencontrais plein de monde. Puis, tu sais, j'ai eu plein de beaux souvenirs comme ça, de belles rencontres avec des bonnes personnes. Le seul point marquant, c'est quand on est passé du AM au FM. Tu sais, quand tu travailles dans un endroit, puis à un moment donné, tu changes pour mieux. Moi, là, la première fois que j'ai entendu CKVM FM, j'avais l'âme aux yeux, là. J'en parle, mais j'ai les frissons, là. Parce que tu entends ta musique différemment. Tu sais, tu travailles longtemps au AM, tu vas dire « Ah, puis c'est que ça griffe, puis quoi. » Bon, c'est vrai que l'AM, c'était pas évident, puis il est à temps qu'on change. Puis là, du jour au lendemain, en quelques secondes, ton son AM devient FM, stéréo. Puis là, tu te promènes, les gens écoutent CKVM à la planche, puis j'entendais des jeunes, puis hey, c'est le fun. Ça a été mon point marquant. Le point marquant de CKVM, c'est vraiment le tournant de AM au FM. Écoute, moi, j'ai commencé avec les 45 tours, les albums 33 tours. On avait des 4 tracks, des 8 tracks, les machines à bobines. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait une console qui n'était pas comme ça du tout. Là. C'était une console avec des potes qu'on appelle, là, qu'on tournait comme ça. Puis là, il fallait cuer nos tonnes pour que ce soit donc ça coche sur les 45 tours. On travaillait beaucoup manuellement. Aujourd'hui, c'est clic, ça sourit, puis c'est terminé parce qu'on est tous rendus sur le numérique. Mais à l'époque, on travaillait beaucoup manuellement, physiquement. Puis c'est ça qui a été un peu le changement. Je peux te dire, là, quand le numérique est arrivé, je peux le dire de même, on a eu un peu la chienne. Parce que moi, je l'ai eu parce que là, on m'a dit où est-ce qu'on s'en va? Je ne serais jamais capable d'apprendre tout ça, mais finalement, ça s'apprend, puis on a passé au travail, finalement. Quand tu sors de CKVM, puis la première chose quand j'ai entendu ça un matin à la radio, on vient de faire la job, là. Même une personne te dit une chose, c'est déjà énorme. C'est beaucoup pour nous autres. Fait que je pense qu'on fait la job. Je pense que les gens, en général, aiment ce qu'on fait. C'est sûr qu'on a des ajustements à faire, puis on va continuer de les faire. Le Théâtre de la Loutre présente À la bonne aventure les 30, 31 janvier et 1er février prochains au Théâtre du Rift. Une comédie désopilante mettant en vedette 12 comédiennes et comédiens amateurs du Témiscamingue. C'est une comédie d'une autrice québécoise, Catherine Chevreau, qui s'appelle À la bonne aventure. Donc, À la bonne aventure, dans le fond, l'action se déroule au début du 20e siècle dans une famille bourgeoise. Alors, la femme de la maison s'ennuie terriblement. Elle trouve le temps long. Alors, jusqu'au moment où une cartomancienne fait son apparition et lui prédit une belle aventure. Et à partir de là, la vie de famille va être complètement chambardée, complètement bouleversée.
Et il va y avoir une suite d'événements, les plus farfelus les uns que les autres, là, qui vont se produire. Mais la question demeure, est-ce que cette jeune femme va trouver l'amour? Alors, à travers tout ce brouhaha, ces quiproquos, donc c'est à découvrir, bien sûr, lors des représentations au Théâtre du Rift. Oui, alors ça a été toujours notre marque de commerce, effectivement, d'aller vers la comédie, puisque on voulait aussi en même temps avoir une activité dite sociale, hein, parce que dans le fond, ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'énergie, et en même temps, ben, on veut profiter aussi de ces soirées, ces longues soirées de répétition, à s'amuser aussi, avoir du plaisir à le faire. Alors, on est allé vers la comédie, puis en même temps, la comédie, c'est peut-être un petit peu plus facile du côté des comédiennes et comédiens amateurs, dans le sens où ça se travaille beaucoup avec le timing, avec le rythme, et tandis que la dramatique, on joue beaucoup avec les émotions. Alors, des fois, c'est un petit peu plus complexe quand on n'a pas une formation là, de cet ordre-là. Alors, et on s'est toujours dit, nous, on veut faire du théâtre de détente, du théâtre à ce moment-là, qui permet aux gens de passer une soirée à rire et à s'amuser. Une production de cet ordre-là, habituellement, on met, en termes de répétition, là, tout près d'une centaine d'heures. Et là, je ne parle que des répétitions, puisque les comédiennes et comédiens, bien sûr, ont la tâche aussi de mémoriser leur texte. Donc, encore là, il y a plusieurs heures de travail là, qui sont consacrées à la mémorisation. Oui, alors c'est cette année une grosse équipe du côté de la production. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des équipes aussi imposantes. Alors, on parle de 12 comédiennes et comédiens. Et chacune et chacun ont un personnage, donc 12 personnages à l'intérieur de la production. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le fait qu'on ait encore une fois réussi à avoir de la relève. Donc, il y a 4 personnes qui sont nouvelles là, du côté de l'équipe du Théâtre de la Lutte. Alors, c'est toujours intéressant de trouver la relève avec, bien sûr, les comédiens et comédiennes qui ont un petit peu plus d'expérience. Et il se crée, là, du côté du groupe, une belle chimie en termes de travail et une belle complicité. Souvent, des fois, après des représentations, il y a des personnes qui viennent nous voir et disent « Ah, j'aimerais ça, moi, vivre cette expérience-là. » Et à partir de là, et à partir des contacts entre nous aussi, donc ça se propage à un moment donné et les gens s'inscrivent. Et ce qui est intéressant, ce qui est différent, si on veut, du côté du théâtre amateur par rapport au théâtre professionnel, c'est que si j'étais metteur en scène du côté professionnel, je choisirais un texte et je ferais un casting. Alors que là, on fonctionne à l'inverse en amateur. Alors, je regarde, par exemple, combien de personnes ont le goût de vivre l'expérience. Donc, comme cette année, il y avait 7 filles et 5 gars. Donc, à partir de là, je fais des recherches du côté de l'École nationale pour essayer de trouver un texte qui permet à tout le monde d'avoir une présence sur scène. Oui, alors, bien sûr, ça va se passer les 30, 31 janvier et 1er février à 20h du côté du Théâtre du Rift. Et on peut se procurer des billets simplement en allant sur rift.ticketaccès.net ou en se rendant simplement à la Galerie du Rift ou en appelant au 819-622-1362. La Bonne Aventure, c'est une pièce qui, je l'appellerais comme légère dans le sens... elle va être facile à suivre, elle va être le fun à suivre, elle va être drôle, parce qu'écoute, il y a des personnages tellement colorés là-dedans, là, c'est assez surprenant. Mais une pièce vraiment, vraiment drôle. J'ai-tu dit le mot drôle? Ça va être drôle. Effectivement, coloré, c'est le bon mot, mais tout en gestuel aussi. Il y a... Tu sais, le texte, à la base, n'est pas si long et si complexe que ça, mais avec tout, on a rajouté beaucoup de viande autour de l'os. C'est vraiment une grosse job de metteur en scène là, qui a été fait là, sans lancer des fleurs à Réal Couture. Non, là. pas du tout. Mais non. Mais effectivement, c'est ça. C'est une pièce légère, comme Nathalie disait, mais vraiment, vraiment colorée et haute en rebondissement. Beaucoup de timing. On est quand même 12 là-dedans, là. C'est ça qui a été difficile aussi. Oui. Beaucoup de... On a l'impression de faire de la danse. Ça prendrait un métronome des fois, là, tellement que c'est time. Ouais. Il faut qu'ils viennent voir ça parce que, premièrement, on est des gens d'ici, du Témiscamingue. On n'est pas des professionnels, mais on est des amateurs passionnés. On fait ça pour le plaisir. Au salaire qu'on est payé, on n'est pas payé cher. C'est vraiment pour le fun, puis de donner un beau spectacle aux gens, puis de leur faire passer une belle soirée.
Puis c'est sûr que dans la folie du quotidien de tout le monde, c'est un spectacle qui fait du bien. Pour décrocher, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien qui doit être pris au sérieux, comme j'ai déjà dit. Mais c'est ça. Puis ça fait juste du bien de décrocher. Puis comme elle disait, Nathalie, c'est des gens d'ici. C'est le fun d'encourager ça. Tu sais, c'est pas un spectacle qui demande beaucoup de budget ou de quoi que ce soit, mais c'est beaucoup de temps qu'on a mis, c'est beaucoup d'amour qu'on a mis aussi. Donc, c'est comme notre paye aussi. Nous, c'est, comme on dit, on n'est pas payé, tu sais, c'est du bénévolat, puis c'est de la passion pure et dure. Donc, de jouer, c'est notre paye, mais nous c'est autres. ça. Là. Que le public se présente, pour nous, c'est vraiment oui. ça, notre paye. Fait que, tu sais, on se fait quand même un an quasiment qu'on est là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est à cause des gens qu'on fait ça, pour les gens aussi. Est-ce qu'on se sent prêt? Jamais, mais on va l'être. Ça, c'est sûr qu'on va être prêt. Ouais. Oui, fébrile, c'est le bon mot. Surtout que c'est ma première année avec le théâtre, l'équipe de la lutte. Et en plus, j'ai décidé de pourquoi pas prendre le rôle principal. Belle idée. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui me stresse un peu, mais en même temps, c'est un bon stress, mais j'essaie de pas prendre tout le pas. De toute façon, c'est pas moi qui fais la pièce, mais tu sais, on est toutes là, tout ensemble, mais c'est sûr que c'est comme... j'ai peur de me tromper dans mes costumes ou ben non, de rester pris en arrière avec la robe à moitié, mais sinon, ça va bien quand même. On est très, très excités. On a hâte. Ah ouais, on a très hâte. Ah, mais ne me dites pas que j'ai oublié de parler de mes chevaux. C'est une abominable laquelle dont je me réponds vivement. Les Pirates de Ville-Marie ont fait plaisir à leurs partisans en récoltant 2 victoires consécutives à domicile les 25 et 26 janvier dernier. Ils consolident par le fait même leur premier rang au classement de la Division Nord avec 59 points. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates poursuivent leur bonne séquence à domicile cette saison. Ils ont d'ailleurs collé 2 victoires consécutives lors de leur plus récent séjour à Ville-Marie. Des gains contre les Knights de Meaford et les Lynx de West Nipissing. Dans le match les opposants aux Knights, c'est l'adversaire qui marque le premier but de la rencontre, alors que Ville-Marie évolue avec un homme en moins. Les Pirates s'inscriront enfin au pointage à 13 minutes 38 grâce à Justin Rivet sur des passes de Nadeau et Étier. Maxime Potvin évite le pire sur une mise en échec qui lui était destinée en entrée de territoire. C'est au tour des Pirates de sortir les coups d'épaule, comme sur cette belle mise en échec synchronisée. Potvin déjoue le gardien entre les jambières pour donner les devants à Ville-Marie. Côté et Caron récolte les mentions d'aide. Le gardien des Pirates, Weber, sera solide devant le filet tout au long de la période pour préserver l'avance des siens. 2-1 Pirates après une période. En deuxième période, Alex Peters alimente avec brio Chatounov d'une passe sur la palette. Ce dernier dégaine aussitôt pour marquer. Peu de temps après, Chatounov s'illustre encore alors qu'il y va de plusieurs feintes spectaculaires. Les partisans manifestent leur appréciation. À 10 minutes 54, un revirement conduit au deuxième but de Meaford. En zone des Pirates, Alex Montreuil se penche pour éviter une mise en échec. Il récupère le disque et le refile à Kulakov. Beau jeu de passe entre Kulakov et Chatounov. Un but digne des Jeux de la semaine. Play here so well, yeah. Fans here very good, so crazy, a lot of support. And me and my Russian friends very like it play here. Yeah. Oui, bien, Roman Kulakov puis Chatounov, encore, je pense que les deux ont 4 points ce soir. On a vu un 2 contre 0 et ont totalement sorti les gardiens de ses amarres. Les deux, ils ont fait des jeux impressionnants. Je pense que c'est vraiment du hockey qui est le fun. Puis les Pirates, niveau transaction, quand on les a amenés ici, je savais que c'était des joueurs qui allaient fitter avec ce qu'on aime faire au niveau du contrôle de rondelle. Puis eux, ils étaient vraiment excités de venir ici par rapport à ça. Je pense qu'ils en parlent souvent en entrevue. Des fois, ils ne s'expriment pas de la meilleure manière parce que, veux pas, ils parlent anglais et russe. Mais par contre, à chaque fois, ils reviennent souvent avec on aime le style de jeu, on aime le système, on aime l'ambiance ici. Puis ce soir, ils l'ont rendu aux partisans. Fait que je suis très content de eux. La deuxième période sera ponctuée de jeux robustes, alors que plusieurs empoignades surviennent après les coups de sifflet. 4-2 Pirates après 2 périodes. En troisième période, le capitaine terrien inscrit son nom au sommaire sur des passes d'Étier et Rivet. But du défenseur Dave Lee-Fortin pendant que les Pirates évoluent en infériorité numérique. Ah, c'est une belle expérience, c'est sûr. Je m'ennuyais pas mal du hockey, puis je trouve que ça fait du bien de recommencer à jouer. Les games comme à soir, des games rodéo, j'aime ça, ça brasse, c'est quand même le fun. Là. Les Pirates augmentent une fois de plus leur avance avant la fin du match. Un but en avantage numérique de Kulakov. Fin de match mouvementé. Les joueurs s'échangent des politesses et plusieurs mêlées surviennent. Mais au final, les Pirates l'emportent
7-2. Je pense vraiment que c'est le temps de s'adapter avec le style de jeu des Knights de Meaford. On sait que c'est une équipe qui est très défensive. En zone centrale, joue beaucoup une vieille trappe là, de l'époque. Donc, c'était le temps de s'adapter avec ça. Tu sais, veux pas, on avait fait du vidéo avant le match. On avait expliqué ce qu'il y avait à faire, tout ça, mais ça prend quand même un petit temps d'adaptation. Les gars sont habitués dans certains patterns, puis on changeait complètement les patterns pour ce match-là. Fait que je pense que ça explique beaucoup en première période où est-ce que ça a été plus brouillon à ce niveau-là. Mais on a vu, à partir de la deuxième, là, ça commence à être plus facile. Surtout la discipline qui est revenue aussi, parce que veux pas, il y a eu quand même des pénalités. Puis quand tu joues en désavantage numérique, tu perds du momentum. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a rejoué à 5 contre 5, dans le système qu'on avait établi pour ce match-là, je pense que ça parlait de... je pense que les statistiques, puis tout ce qui s'est passé après, ça a été à sens unique en troisième période, entre autres. Le lendemain, c'est au tour des Lynx de West-Nipissing de s'amener à l'Arena Frère-Arthur Bergeron. Le Témiscamien Justin Rivet reprend là où il a laissé la veille et marque le premier but de la rencontre. Belle percée pour le défenseur Samuel Nadeau qui menace le filet adverse. Marc-Antoine Paquin inscrit le deuxième but de la rencontre sur des passes de Pelletier et Jean. À 16-19, les Pirates font payer cher l'indiscipline des Lynx sur le but de Maxime Potvin en supériorité numérique. 3-0 Ville-Marie après 20 minutes. En deuxième, les Lynx réduisent l'écart avec leur premier but du match. Puis, à 8-40, le gros trio des Pirates menace encore. Oh, ça a bien été. Depuis que je joue avec Terrien et Pelletier, on a une bonne chimie, puis rien à dire, là, ça va vraiment bien. Dans les instants suivants, arrêt in extremis pour Jean-Mathieu Ouellette. Un arrêt important puisque les Pirates marquent 30 secondes plus tard. Un but de Samuel Poirier. Les Pirates continuent de dominer ce match et augmentent leur avance sur le but de Vadim Chatounov. Avant la fin de l'engagement, Marc-Olivier Caron est littéralement volé par un arrêt de la mitaine du gardien des Lynx. 5-1 Ville-Marie après 40 minutes. À 11 minutes 22 de la troisième, Jean-Mathieu Ouellette y va d'un bel arrêt de la jambière, mais se fait compter un but dans les instants suivants. À 9-16, beau jeu de passe en zone offensive qui conduit au but de David Gabriel Côté. Les Lynx réduisent l'écart à 3 buts sur un but en échappé. Mais les Pirates répliquent de plus belle alors qu'Étier complète le jeu préparé par Terrien pour enfiler l'aiguille. Le match se conclut avec un 8e but pour les Pirates. Le deuxième de la période de David Gabriel Côté. Victoire sans équivoque des Pirates, 8-3. Bien, je pense qu'on a joué simple, on a gardé une bonne attitude disciplinée, puis on n'a pas pogné trop de punitions. Ça fait une grosse différence dans une game. Puis, quand on joue simple, les buts, ça vient tout seul, puis c'est ça qui nous a aidé à gagner aujourd'hui. Je suis bien content de leur performance. Puis, ils travaillent ensemble, ils ont du fun, malgré que quand ils jouent avec les 4 trios, ils ont un petit peu moins de temps de glace, mais ils acceptent. Fait que c'est surtout des matchs comme ça, il faut les prendre comme ça de même. Tous les gars, on a joué intelligemment, je pense, puis je sais que ça a porté fruit. Puis je pense que les 4 prochaines games qui arrivent, il va falloir arriver prête pour arriver premier de la division Nord. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.